Didier Darcier, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui Bonjour sur Richard. Grand Angle Éco. Un plaisir de t'avoir. Partagé, absolument Ah ouais. partagé. Aujourd'hui, je voulais creuser avec toi un sujet sur les inégalités parce que il y a quelques semaines, je suis parti sur un article qui disait qu'en Suisse, 1% des plus riches avaient 44% du patrimoine, de la fortune. Et j'avais tweeté en disant, bah vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Alors que Ouais. tout le monde nous dit qu'il faut réduire les inégalités parce que moins on est inégaux et mieux on se porte. Mhm. Bah, ici, on a plutôt tendance à penser que c'est un peu plus compliqué que ça et que les inégalités, si ça servait à rien, bah, il n'y en aurait pas, on aurait évacué le sujet. Ouais. Et donc, s'il y en a, à quoi ça sert et dans Mhm. quelles conditions elles servent à quelque chose pour pas se retrouver dans une république bananière, voilà, où on voit bien qu'il y a des très grandes inégalités, mais que ça marche pas vraiment. Alors, c'est quoi dans la nature déjà? On voit bien que tout n'est pas égal. Ça sert à quoi les inégalités, fondamentalement? Alors, les inégalités, fondamentalement, ça sert à avoir le système le plus efficace possible. Et tu le vois là, voilà, justement, il faut pas regarder. Efficient ou efficace? Ça maximise la création de richesse qui permet aux populations de se renouveler, par exemple. Tu vois, bon, voilà. Donc, ça veut dire d'extension du groupe, en fait. Euh, c'est lié à des questions qui sont physiquement, c'est lié à l'entropie, à l'ordre, tu vois, comment cet ordre s'organise. Donc, on le retrouve partout, ces questions d'inégalité. Et ce qui est terrible, c'est que la structure la plus optimale est abominable, c'est-à-dire en termes d'inégalité. Ce sont les lois de Pareto, je crois on a souvent parlé. C'est-à-dire que tu as une inégalité de richesse qui est absolument considérable, considérable. Et alors tu le vois dans la nature, et surtout quand il y a des problèmes de ressources. Alors partons de la nature. Est-ce qu'on peut dire qu'à la base de l'évolution, les Ouais. choses sont plutôt égales et puis Pas du tout, elles ne sont pas du tout et égales. que quand l'évolution se développe, les inégalités se développent? Mais pas du tout. Tu vas dans une Ouais. forêt, tu regardes le proportion de petites brindilles là, qui n'arrivent pas à monter à plus de 20 cm, et tu regardes la proportion tu vois, de grands arbres, etc. Tu vois que tu as une inégalité terrible. C'est-à-dire que tu as une répartition en fait qui est en loi de Pareto. Entre les très grands, combien il y a de très grands par rapport à des moyens, par rapport à des petits, etc. Donc tu vois que ça, c'est probablement ce qui optimise la forêt, son renouvellement, cet écosystème. C'est la même chose dans un troupe de lions ou de grands singes. Donc quand ils sont, dans des situations un peu délicates en termes de ressources, bah, tu vois que c'est le chef qui bouffe en premier, et puis quand il a plus faim, il passe au deux suivant, et puis ensuite, tu as une hiérarchie comme ça, puis le pauvre dernier là, du groupe, bah, il va un peu grogner ce qui reste sur les os. Donc Et les individus s'éliminent par le bas, quoi. il s'élimine par le bas, et la structure, la société fonctionne. Non, c'est-à-dire que naturellement, si on laisse le système être complètement libre, sans Darwinien. dimension sociale, complètement darwinien, on va tendre vers une inégalité épouvantable. Donc ça veut dire que l'inégalité, elle est liée à l'efficacité. Voilà, elle est liée à l'efficacité. Donc dire qu'un truc n'est pas efficace parce qu'il est inégal, c'est pas vrai. C'est pour des questions sociales, ça. C'est pour des questions de cohérence de groupe qui n'ont rien à voir avec l'efficacité cumulée de l'ensemble des individus d'un groupe. Alors on le voit aussi chez les hommes. Quand tu prends les structures qui sont les moins sociales possibles, par exemple la mafia, ou je sais pas quoi, la vente de drogue, par exemple, Voilà. les organisations de vente de drogue. Alors, ça a été étudié, ça c'est très amusant, ça, parce que là, Personne ne milite pour la fin des inégalités. Alors là, il n'y a vraiment pas d'inégalité. Alors, il n'y a vraiment pas Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité du tout. Et puis en plus, c'est en dehors des systèmes sociaux, c'est en dehors de tout ce truc-là. Donc c'est très intéressant à étudier. Ouais. Quelle est la structure d'un baron de la drogue avec voilà, comment c'est? Alors là, c'est épouvantablement inégalitaire. Bon. Ça a été étudié par un bouquin qui est sorti, je pense que ça va faire 10 ou 20 ans, qui s'appelait Freakonomics. Il y en a eu deux, Freakonomics, qui était de Levitt, très amusant. Ce Levitt étudiait des structures comme ça. Et par exemple, Steven Levitt, c'est ça? Je crois que c'est Steven Levitt, voilà. Et alors, il disait, un de ses têtes de chapitre, c'était « Pourquoi le dealer de drogue du coin de la rue habite chez sa maman ?» C'était la tête du chapitre. Et c'était génial son truc. Alors, il racontait, c'est une histoire vraie, c'est qu'il y a un type qui était parti, on lui avait donné, il voulait être journaliste, donc il était étudiant journaliste, il s'est dit, bon tiens, je vais aller interroger des gens dans un quartier un petit peu chaud aux États-Unis. Il est arrivé là-bas, il est monté complètement par hasard, et il est tombé au QG d'un baron de la drogue. Et donc les gars... Il est rentré dedans et il a commencé à interroger. Les gars l'ont évidemment attrapé.
ligoté, en se demandant si c'était un policier, quelque chose. Ils se sont demandé s'ils le tuaient dans la nuit ou pas. Puis finalement, ils ont décidé que non, ils ne le tuaient pas. Il était rigolo. Mais qu'il était rigolo, il avait l'air sympa. Puis il avait là, mais qu'il était obligé, il ne pouvait pas repartir. Parce que maintenant qu'il connaissait là où c'était le QG, il devait rester. Donc, voilà, bon, le gars, il a disparu de la circulation, il est resté avec eux. Il a écrit un bouquin. Non, il n'a pas écrit un bouquin. Il est devenu copain avec le baron de la drogue. Et puis, je ne sais pas, un an ou je ne sais plus quelle durée après, ou 18 mois ou 2 ans après, le baron de la drogue a failli se faire serrer ou se faisait serrer par la police. Et avant de partir, il lui a donné, à lui, en disant « Toi, je te donne ça, je te confie », c'était tous ses comptes. Tous les comptes de son organisation. Et l'autre s'est fait choper. Donc lui, il s'est retrouvé avec libre, avec tous les comptes de cette organisation qui était tenue scrupuleusement par le baron de la drogue. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais en faire? Il a été voir un professeur d'université qui les a étudiés. Et donc, on a la structure parfaite. Mais oui, donc, et c'est ça dont parle Levitt dans Freakonomics. Il te raconte ça. Et c'est une loi de Pareto épouvantable. Donc, ça veut dire que pourquoi est-ce que le dealer de bout de la rue habite chez sa maman? C'est parce qu'il n'a pas assez d'argent pour habiter tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces structures fait que celui qui est en haut est multimilliardaire ou millionnaire, et quand tu descends, tu as des chutes terribles de niveau de vie jusque tout en bas où ils n'ont pas de quoi vivre. Où, tu vois, c'est la limite de subsistance. Heureusement qu'il y a maman, sinon il n'y a pas de subsistance. Et alors tu te dis, mais pourquoi ils restent? Ils restent parce qu'ils espèrent monter. Parce que s'ils montent d'un cran, alors là, ils vivent déjà vachement bien. Puis s'ils montent de 3 crans, alors là, c'est la fête avec la fête. Voilà. Et donc, tout ça se tient. Et évidemment, tout ça est extraordinairement violent, puisque chacun veut essayer de monter, et quelquefois en tuant l'autre. Bon. Donc voilà. Donc on voit bien que cette structure de Pareto, d'inégalité, elle s'auto-organise dès lors qu'il n'y a pas l'État, dès lors qu'il n'y a pas quelque chose qui se produit. On n'a jamais eu de grands États mafieux comme ça prospères. Enfin, on voit bien que ça a une limite dans la prospérité, parce que sinon on aurait des modèles, on va dire, dictatoriaux, pour faire simple, qui seraient, ils seraient allés sur la Lune avant les Américains. Quoi. Oui, de toute façon, si tu vas en loi de Pareto pure sur 20 millions de personnes, le dernier, il n'a même pas un sucre par mois, tu vois. Oui, il n'a plus rien, donc c'est pas possible. Donc, il y a un moment donné, tu vas devoir... Pourquoi ça tient pas? C'est intéressant. Quelle est la limite de l'inégalité? La limite de l'inégalité, c'est peut-être ce qui se passe avec les barons de la drogue. C'est que le gars qui est le petit dealer en bas, il est à la limite de subsistance, voire en dessous. Donc, et en quoi ça met en danger la structure globale? Voilà. Ça met en danger, c'est que tu ne peux pas l'augmenter. Tu ne peux pas l'augmenter sous la même loi. Parce que s'il y avait encore une strate en dessous, alors les types, ils auraient un sucre par mois. Donc c'est pas possible. Donc ça veut dire que donc ils sont limités en taille. Ils sont limités en taille. Donc la seule façon, en taille et en solidarité, donc en capacité d'expansion, par cette inégalité, donc ils sont limités. Donc ça veut dire que redistribuer une part de la richesse, il y a un équilibre à trouver entre la base de la pyramide et la hauteur de la pyramide, quoi. Parce que si la base est trop étroite, c'est plus une pyramide, c'est une tour. Voilà. Alors que si elle est trop large, il se passe rien. Voilà. Et puis il y a aussi tous les hommes ne sont pas des dealers de drogue. Il y en a qui ont tu vois, une conscience morale, religieuse, je ne sais pas. Mais à l'échelle des groupes, ça disparaît, ça. Au niveau, non. Regarde, nos sociétés sont quand même gouvernées. On a une culture, on a une transmission phylogénique des savoirs et des comportements qui fait qu'on nous enseigne qu'il faut essayer quand même, et puis ça devient naturel, de se préoccuper du pauvre gars qui est au bord de la rue. Enfin, on ne peut pas, n'importe quel humain, en tout cas, qui se balade, qui voit un type qui est vraiment à l'agonie au bord de la rue et est émotionnellement touché. Alors, il l'est probablement de façon naturelle, puisqu'on le voit aussi chez les animaux. On le voit même chez les singes. Hein. On voit des singes qui s'occupent de bébés singes qui sont manifestement gravement handicapés. Donc, il n'est pas possible qu'ils s'en occupent, tu vois, d'un processus de sélection naturelle, darwinien. C'est pas possible. Donc, et la communauté s'en occupe. Donc, ça existe chez les singes. Donc, des niveaux de conscience collective sont déjà là chez les singes. Alors, peut-être aussi chez d'autres animaux, hein, je ne sais pas. Mais chez les singes, ça existe. Et chez les hommes, c'est évident. Donc, ça veut dire qu'il y a un désir de redistribution qui est pour avoir une espèce d'harmonie du groupe et que pour chacun se sente en cohérence avec ses valeurs morales ou éthiques, qui a été d'ailleurs complètement développé dans la théorie de la justice par John Rawls, et qui dit un truc très important, c'est-à-dire qu'il dit qu'une société qui est juste peut très bien avoir des inégalités, donc tu vois, c'est très clair là-dessus,
dès lors que la croissance, la croissance du revenu de la population, des gens qui sont les plus élevés dans la population, ne se fait pas au détriment des gens qui ont le moins de revenus. En d'autres termes, si les gens riches s'enrichissent, il faut que les gens les plus pauvres s'enrichissent. Est-ce que ça, c'est pas l'état de droit, justement? Parce qu'en fait, le problème, on voit bien, pour moi, la limite des inégalités, c'est que si ça se fait par le vol, c'est-à-dire je te prends comme ça, je suis plus riche, c'est pas on voit bien que ça a vite ses limites, parce qu'au final, le pays est pauvre, et même s'il y en a qui se croient très très riches, parce qu'ils le sont par rapport aux gars du dessous, ils sont rien comparés à des vrais riches dans des pays où la liberté et l'état de droit existent, quoi. Et au final, quand on met un état de droit, c'est-à-dire que tout le monde est égal devant la loi, donc devant la loi, on ne transige pas, et bien à ce moment-là, pour creuser ces inégalités, il faut convaincre les autres de volontairement vous donner de l'argent. Et là, dès l'instant qu'il y a la volonté et le consentement, il faut être bon, quoi. Enfin, faut quand même offrir des trucs intéressants et il faut faire croître la richesse pour l'accumuler. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que l'important, c'est l'état de droit, mais il faut le définir, tu vois, c'est pas... on est tous soumis à la même règle. On ne peut pas tuer son voisin parce qu'il nous embête. Oui, mais mais d'où vient cette règle? Qu'est-ce qui, tu vois, l'état de droit est une conséquence de la volonté, du désir des peuples. Ce n'est pas la règle qui s'impose, le droit n'est qu'un dérivé écrit sur papier de ce qui correspond à peu près à ce que veulent les gens. Ce qui est important, c'est ce que veulent les gens, la façon dont ils veulent vivre ensemble. Tu l'écris ensuite, mais tu peux très bien avoir une société avec rien ou quasiment rien qui est écrit. En fait, c'est un peu l'égalité des chances, l'égalité de droit. Parce qu'on a tous le droit de faire la même chose, et puis après, comme on n'est pas égaux, on en fait différentes choses. L'égalité des droits, oui, d'accord. Ouais. Ça, qui se traduit tu parlais de l'état de droit. Qui se traduit dans l'état de droit, quoi, en disant vous serez tous jugés par le même bonnet avec une perruque et un marteau. Et l'égalité des droits, c'est une notion moderne, donc post-révolutionnaire. Parce qu'avant, tu vois, les titres étaient transmissibles de père en fils. Hein, donc, c'est une notion post-révolution française. Écoute, je pense que c'est une notion très efficace. C'est-à-dire que, en fait, ce que ça veut dire, tout ce qu'on vient de parler, c'est qu'une structure, pour être une organisation, un écosystème, pour être efficace, doit avoir une hiérarchie. Il doit avoir une hiérarchie. S'il n'y a pas de chef, s'il n'y a pas de sous-chef, ça devient un grand flanc et ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça devient en fait l'incohérence totale. Chacun revendique n'importe quoi. Il n'y a pas de structure, ça ne fonctionne pas. Comme dans une équipe sportive, tu as toc, 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 tu as des gens qui ont des positions. Si chacun court dans tous les sens, ça ne marchera pas. Donc tu crées en fait une structure. Ok, on est d'accord. La structure est nécessaire à l'efficacité de l'écosystème. Mais la deuxième question, c'est qui on met dans les postes de ce système? Et là, par contre, ce n'est pas très nécessaire. C'est-à-dire que ce soit que la personne qui est aujourd'hui en haut de cet écosystème, est-ce qu'il doit y être et y rester jusqu'à la fin des temps? Pas du tout. Absolument pas. Donc en fait, ce qu'il faut, et c'est là où tu as introduit ta notion d'égalité des droits, ce que tu disais, enfin voilà, ou des chances, on pourrait dire, égalité des chances. Des droits. Des droits. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, quand la société se renouvelle, ce qu'il faut, c'est que la structure se renouvelle aussi. Pas la forme de la structure, mais les personnes dans cette structure. Et en fait, le problème qui peut arriver, c'est que quand tu arrives avec une structure qui est nécessaire, les gens qui sont en haut essayent de protéger leur position dans cette structure. Et là, c'est moins efficace. Et là, c'est là où on arrive au capitalisme de connivence, quoi. Capitalisme de connivence. Et c'est là où ça commence. Et là, ça devient très, très inefficace. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas. Mais tu vois, il y a une très grande différence entre l'existence d'une structure et le fait que ce soit toujours les mêmes à un poste. En fait, ce qui est bon, c'est une structure. Et ce qui est bon aussi, c'est qu'il y ait une fluidité dans cette structure et que ce soit par le mérite que les gens progressent dans cette structure. Et tu vois, c'est ce que je me dis entre la Suisse et, je sais pas, le Libéria, par exemple, qui sont deux pays avec des grandes inégalités. Oui. En Suisse, la différence, c'est que n'importe qui a le droit de faire à peu près ce qu'il veut dans le cadre de la loi, mais voilà, il y a une égalité des droits, et du coup, pour devenir riche, il faut convaincre des clients de vous donner de l'argent. Donc, il faut être un peu bon quelque part. Ouais. Alors qu'au Libéria, il faut surtout avoir la massue la plus grosse, quoi. D'accord. Et avoir la massue la plus grosse, on arrive à une hiérarchisation de la brute. Ouais. Mais c'est pas très efficace si on veut produire de la richesse. Ça marchera pas très Alors que chercher les bons, c'est quand même plus efficace pour produire de la connaissance, de la valeur, du machin. Voilà. Et alors, bien sûr, tu as complètement raison. Donc quand je disais, ça revient aussi, on est dans la même lignée, c'est-à-dire que il faut que dans cette structure, ce soit les gens qui
qui sont capables de monter qui montent. Donc en gros, une égalité des chances. Bon, alors comment tu montes? Comment tout d'un coup quelqu'un va monter? Bon, il faut que les gens soient créatifs pour la société. Donc en fait, il faut qu'ils soient suffisamment libres pour pouvoir exprimer leur liberté, pour pouvoir inventer des choses nouvelles. Et puis certains vont utiliser des choses nouvelles pour être plus inventifs, pour les façons de les processer. Chacun a sa manière, si tu veux, dans la société. Mais ce qui est certain, c'est qu'une société figée est foutue. Donc il faut toujours qu'elle se renouvelle et qu'elle crée de nouvelles choses. Donc il faut qu'il y ait un certain degré de liberté, d'expression dans cette société. Et maximum de liberté, c'est mieux. Bon, il vaut mieux avoir le plus de liberté possible, d'action, d'expression, etc., pour pouvoir aller chercher les pépites qui vont sortir de cette liberté. Ça, c'est ça, le premier point. Mais, deuxième point, si tout est complètement libre dans la société, s'il n'y a pas de coopération, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas, etc., eh ben, ça devient l'anarchie. Et l'anarchie n'est pas la société n'est pas optimale. Parce qu'en fait, on ne coopère plus les uns avec les autres. Non, la structure même, ici, demande une coopération. C'est imposer une certaine coopération. Ça impose un droit, ça impose des impôts, tu vois, des impôts, des taxes, des trucs pour créer cette structure, etc. Donc, on peut appeler ça le degré de coopération. Donc, en fait, la valeur d'une société, elle dépend de deux choses. Elle dépend de son degré de liberté et de son degré de coopération. Est-ce qu'on peut dire que le degré de liberté, c'est la capacité à avoir une égalité des droits, et le degré de coopération, c'est un peu la base d'impôt globale, quoi. C'est-à-dire que plus on a une base d'impôt large, plus on réduit les inégalités, et voilà, et plus on a des impôts qui sont faibles, plus on va augmenter les inégalités au point de mettre en danger l'édifice global le moment où la pyramide devient une tour. Alors, je pense que tu as tout à fait raison. Déjà, la base d'impôt de l'État, c'est-à-dire le prélèvement de l'État sur la société, est un signe de redistribution, donc est un signe de collaboration demandée. D'ailleurs, c'est même pas l'impôt, c'est plutôt le poids de l'État dans le PIB. Le poids de l'État dans le PIB. Parce que même s'il ne prend pas des impôts, mais qu'il oriente, il vient choper l'efficience. Alors, c'est justement ça. C'est-à-dire que tu as une notion d'impôt, tu as une notion quantitative, voilà, que le poids qu'il prend pour sa propre structure et pour gérer. Et puis, tu as aussi la dimension réglementaire. Donc la dimension réglementaire, elle n'est pas tangible, mais elle est extraordinairement importante dans nos sociétés. J'ai envie de faire ça, j'ai pas le droit. Ouais. Voilà. Non, j'ai pas le droit parce que tu as une structure qui te dit non, on peut pas faire ça. Voilà, alors, et en fait, donc tu vois que cette contrainte de la liberté, elle peut être physique parce qu'on te prend l'argent que tu gagnes pour nourrir la structure, mais aussi parce qu'on t'empêche de faire les choses. Alors, dans ce que tu disais, par exemple, sur le poids de l'État dans l'économie, dans le PIB, tu as le poids de l'État, c'est-à-dire des taxes, des impôts qui sont levés pour faire fonctionner la structure étatique, les fonctionnaires, et les dépenses et les investissements de l'État. Et puis, tu as aussi l'intervention, disons, centralisée de toutes les dépenses sociales. C'est ça. Et l'intervention centralisée des dépenses sociales, c'est plus réglementaire qu'autre chose. C'est plus réglementaire. Mais tu n'as pas le choix. Tu es obligé de cotiser. Ça sclérose l'initiative individuelle. Disons que c'est une collaboration forcée à un niveau considérable. Alors, voilà. Alors, une société, elle veut à la fois avoir plus de collaboration, ça c'est mieux, mais aussi plus de liberté. Bon, c'est problématique ça, parce que c'est un peu antinomique. Si on te demande de beaucoup collaborer, tu auras probablement un peu moins de liberté. Et réciproquement. Donc, quel est le bon équilibre? Comment est-ce que tu peux, en gros, essayer de conserver ta liberté, voire de l'améliorer, mais aussi d'améliorer ta coopération? C'est la clé, en fait. C'est la clé du succès. Et cette clé du succès, à mon avis, elle n'est possible qu'à une condition, c'est que tu exerces ta liberté dans la coopération. C'est-à-dire que tu coopères librement, tu désires en fait cette coopération. Je trouve que c'est totalement évident dans la relation amoureuse, par exemple. C'est totalement évident. C'est-à-dire que si tu laisses à ton conjoint sa liberté d'épanouissement, d'être, de devenir, de n'importe quoi, tu es toi-même sacrificiel dans ce que tu lui apportes. Donc tu donnes de toi-même tout en lui laissant la liberté. Et si ton conjoint fait la même chose pour toi, alors en fait, vous avez tous les deux gardé votre liberté, mais la coopération est gigantesque. Donc la valeur en fait du couple est gigantesque. Alors ça, c'est le cas de l'amour en fait. C'est l'amour qui est comme ça. Mais maintenant, ensuite, tu étends. Alors ça part de la famille, puis ça s'étend, puis ça devient un village, et puis ça devient un pays, une nation. Et en fait, une nation va tout d'un coup avoir un problème quand la collaboration, la coopération est forcée mais est moins désirée.
Et là, on a un problème. Et là, c'est une assez bonne façon de l'analyser dans le monde. Et une façon, on en avait parlé dans une vidéo, une façon de mesurer ça, de mesurer si un pays, par exemple, a un bon niveau de coopération désiré, c'est de regarder le nombre de personnes en prison pour 100 000 habitants. Et c'est plus il y a de gens en prison, plus ça témoigne que les gens sont pas contents, quoi. Ils n'ont pas envie de coopérer ensemble. Bah oui, c'est un indicateur. Si tu as des niveaux, tu as énormément de gens en prison, ça veut dire que pour maintenir l'ordre que tu imposes dans la structure à la société, il faut que tu mettes énormément de gens en prison. Voilà. Donc à mon avis, le fait que le nombre de gens en prison monte, par exemple, est un témoignage du fait que tu as un problème au niveau de la solidarité dans ta société. Il y a Emmanuel Todd aussi qui proposait le nombre d'enfants par femme. Alors, tu peux aussi le dire, ça, oui, c'est une façon de voir l'avenir. Et bon, il y a certainement aussi plein d'autres facteurs qui déterminent ce nombre d'enfants par femme. Mais c'est intéressant d'aller voir ces indicateurs-là parce qu'ils te montrent, je pense que quand tu as un problème de coopération, quand tu as un problème, par exemple, de gens en prison ou d'autres indicateurs, tu sais quel est le problème. Et le problème, c'est que tu as trop de collaboration ou de coopération forcée. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois lâcher un petit peu tu vois, le côté forcé du système pour redonner la liberté au système. Si tu veux continuer comme ça, c'est une des seules solutions pour essayer de t'améliorer. Sur Twitter, à un moment, il y en a qui me demandaient c'est quoi le bon niveau d'impôt, de poids de l'État dans le PIB, et en disant oui, mais c'est compliqué, si on fait plus, c'est pas assez, puis si on fait moins, c'est pas. Et je disais 35%. Parce que tu prenais l'exemple de la Suisse, ce chiffre, entre 30 et 40% du poids de l'État dans le PIB, c'est quelque chose qui ressort pas mal d'un grand nombre de cas. Est-ce qu'on peut se donner des indicateurs? Quantitatif, non, parce que par exemple, tu vas prendre la Suède, c'est beaucoup plus important, et pourtant, il marche très bien. Mais pourquoi? Parce que probablement la Suède lève beaucoup plus d'impôts, a une approche beaucoup plus sociale de son économie, mais redistribue cet argent d'une façon qui est consensuelle, c'est-à-dire que les gens sont d'accord. C'est ça le grand truc. Et les patrons suédois, il n'y a pas de fuite des cerveaux suédois comme en France? On l'observe, ça. C'est-à-dire que les gars qui payent le plus, ils sont contents. Mais c'est un des pays les plus riches par tête d'habitants au monde. Ils fonctionnent extrêmement bien. Ils ont des entreprises. C'est un tout petit pays en termes de nombre d'habitants. Ils ont des entreprises extraordinaires, de multinationales. C'est un pays qui réussit beaucoup. Ils ont maintenant des problèmes parce qu'ils ont une émigration très forte. Donc, ils ont une déstabilisation possible de ce consensus social. C'est là où ils vont faire face à ça, ils vont voir s'ils vont réussir. Mais tu vois, tu ne peux pas le dire. C'est-à-dire qu'en fait, la relation, c'est liberté divisé par 1 moins taux de coopération. C'est ça qui te donne la valeur totale. Liberté, 1 moins taux de coopération. Si tu as un taux de coopération qui monte, le dénominateur fait 1 moins ça diminue, donc l'ensemble augmente. Donc la coopération fait monter la valeur d'une société, etc. Mais en haut, tu as la liberté. La liberté fait monter aussi. Donc, la seule façon, si tu veux faire les deux, c'est d'avoir la coopération qui monte en bas, comme ça, 1 moins coopération fait monter l'ensemble, et il faut que tu ne perdes pas sur l'alpha, c'est-à-dire sur la liberté. Eh bien, c'est ce que font les Suédois.